Bonsoir et bienvenue dans Tête à Tête. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette émission. Nous avons déjà pris l'habitude de nous retrouver chaque jeudi soir à partir de 19 h. Vous êtes nombreux qui regardez en ce moment même la télévision Océan Pacifique à travers toute la province du Kasaï oriental et plus particulièrement dans la ville de Mbujimayi. Tête à Tête aujourd'hui aborde un sujet d'actualité. Doit-il partir ou rester? Il s'agit du gouverneur Jean Maweja Muteba, élu il y a presque un peu plus d'un an à la tête de la province du Kasaï oriental, qui a été investi par l'Assemblée provinciale avec son gouvernement et qui en ce moment même est en train de travailler pour le développement de la province du Kasaï oriental, du moins si l'on croit en ses dires. Oui, le gouverneur Jean Maweja Muteba a fait dernièrement un bilan largement positif de son action à la tête de la province du Kasaï oriental. Mais malgré cette autosatisfaction, il y a des compatriotes des Est-Kassaïens qui ne sont pas du tout convaincus de son leadership et de son action depuis son avènement à la tête de la province du Kasaï oriental, au point même de penser que la province est en danger et qu'il faut la sauver. Ainsi est né le collectif Sauvons le Kasaï oriental, cette superstructure qui regroupe quelques associations sans but lucratif, surtout celle des jeunes. Il y a notamment dans cette structure collective Sauvons le Kasaï oriental le mouvement It is Now, c'est maintenant, la Lucha. Il y a également Kasaï Jukautante, le réseau des jeunes engagés pour les progrès, plusieurs jeunes indépendants, des jeunes intellectuels, qui pour eux, la province est en danger à cause du leadership de l'actuel gouverneur du Kasaï oriental. Et du coup, nous nous posons cette question de savoir, doit-il partir ou rester? N'est-il pas trop tôt de vouloir le départ de Jean Maweja Muteba? N'est-il pas dangereux de le faire partir au point de créer une crise profonde dans la province du Kasaï oriental? Et s'il faut qu'il parte, qui doit le remplacer? Il y a toutes ces questions qui sont soulevées autour de cette grande thématique. Jean Maweja Muteba doit-il partir ou rester? Avant de vous annoncer et de vous présenter l'invité de ce tête-à-tête, une fois de plus, je remercie les internautes. Vous qui regardez nos émissions sur notre chaîne YouTube Arsène Mpongo Official TV. Nous saluons également tous ceux qui vont suivre cette émission à travers le monde entier. Nous avons reçu des échos qui viennent de partout, des appels qui viennent même des États-Unis d'Amérique pour nous poser des questions, nous faire des suggestions et saluer surtout le travail que nous faisons dans le cadre de cette émission. Continuez à le faire. Abonnez-vous massivement sur Arsène Mpongo Official TV pour être notifié à chaque fois que nous mettons en ligne une vidéo à l'instar de cette même émission qui sera vue et regardée partout à travers le monde entier. Et nous saisissons cette opportunité pour vous annoncer, pour vous qui ne le savez pas encore, que Tête à Tête va passer à la radio vendredi 14 h, cette même émission. Et donc pour tous ceux qui ne peuvent pas en ce moment capter la télévision, ils auront la chance également de suivre cette émission sur la 100.5 MHz. Jean Boscongo est à la réalisation, Hamilton Gwaka à la prise de vue. Ce tête-à-tête devait être spécial. Ce tête-à-tête devait être un débat entre un membre du collectif Sauvons le Kasaï oriental et un des assistants du gouverneur Jean Maweja Muteba, comme nous l'avions déjà annoncé à travers les plateformes des réseaux sociaux. Mais en dernière minute, les deux personnes contactées dans l'entourage du gouverneur se sont excusées à cause des charges et elles nous ont promis qu'elles pourront être présentes jeudi prochain pour éventuellement repliquer si jamais il y a des choses qui seront dites dans cette émission et qui ne vont pas passer dans leurs oreilles. Nous recevons sur ce plateau un habitué de tête-à-tête, maître Hilaire Tendayi, qui est coordonnateur de la structure It is Now, qui veut dire en français c'est maintenant, en Chiluba Pindieu. Maître Hilaire, bonsoir. Bonsoir Arsène et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans Tête à Tête, tellement que vous dégagez un charisme et que évidemment ceux qui nous regardent aiment aussi vos analyses. Sentiment partagé. Voilà, sur ce plateau, comme nous en avons pris l'habitude, nous commençons par prendre les nouvelles de votre santé, comment vous allez. Tout naturellement, Dieu fait grâce, on est là. Si ça n'allait pas, on ne pouvait pas être là. On est là parce que
on est en bonne santé. Dieu a permis que nous puissions voir cette journée et que nous puissions participer à cette émission. D'accord. Alors, si nous posons cette question, c'est parce que, comme on le sait, le monde entier, et particulièrement la RDC, fait face au coronavirus, qui est une pandémie dangereuse qui décime les vies humaines en ce moment même. Et donc, c'est toujours une bonne nouvelle à savoir que ceux qui sont autour de nous, ceux que nous aimons, se portent bien, mais que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous regardent et vont suivre cette émission n'oublient pas les gestes barrières et la distanciation sociale, comme nous le faisons sur ce plateau. Donc, au moins 1 mètre entre vous et votre interlocuteur, cela est très très important. Alors, directement, nous entrons dans les vifs du sujet. Maître Hilaire Tendai, It is Now fait partie du collectif Sauvons le Kasaï oriental. Nous partons seulement de cet intitulé Sauvons le Kasaï oriental. Est-ce que la province est en danger? Encore une fois de plus, merci Arsène, merci de nous avoir invités à cette émission. Il fallait que nous puissions en parler, passer une actualité, et j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un du gouvernement, Jean-Marie Jamoteba, pour que nous puissions discuter. Et si on pouvait discuter arguments, comme la démocratie nous les demande. Mais malheureusement, vous l'aviez dit, peut-être ils sont occupés à autre chose. Mais au moins, nous avions répondu parce qu'on a beaucoup d'arguments sur le départ de Jean-Marie Jamoteba. Sauvons le Kasaï oriental, c'est parti comment? Nous disons, la province du Kasaï oriental, on a connu, comme c'est mentionné dans la déclaration, plus d'une décennie d'une gestion calamiteuse, d'une gestion qui n'était pas bonne et tout. Et alors qu'on était en train de lire le 10 avril, Jean-Marie Jamoteba, nous étions en train de voir en lui une lueur d'espoir. Je me rappelle que le 10 avril, il y avait un banc de monde, un bain de foule sur la route. Et devant même la CENI, sous une pluie battante, j'ai vu jeunes, femmes, hommes en train d'ovationner Jean-Marie Jamoteba, alors qu'il était élu gouverneur de province. Je me rappelle qu'il était le seul, si je ne m'abuse pas, à moins que ma mémoire puisse me trahir, il était le seul de tous les gouverneurs à être ovationné. À ce moment-là, nous étions en train de nous dire, voilà, au moins cette fois-ci, les Kasaïens pourront quand même respirer, les Kasaïens pourront quand même voir les choses de notre façon et tout. Mais hélas, 9 mois plus tard, comme ils veulent parler de 9 mois depuis l'installation de Jean-Marie Jamoteba, mais moi je préfère parler d'une année, parce que après qu'il soit élu, il est parti à Kinshasa, peut-être il avait peur de commencer le travail et tout. Il est parti et alors qu'il était en train de rentrer, il a promis mont et merveille à la population du Kasaï oriental jusqu'à aller nous demander d'aller encore creuser beaucoup de toilettes et tout. C'est qu'on avait qualifié en ce moment-là de rabaisser la population du Kasaï oriental. On ne pouvait pas réduire toute une population au fait de maïs et de toilettes. C'était une façon de nous rabaisser. Mais malgré cela, on s'est dit c'est une promesse, les plus forts vont manger 4 fois. Et à un certain moment, on a dit que la population de Mbujimaï n'était plus habituée à manger le dormant, ce qu'on appelle chez nous, chez Mamie Lala. Ça, c'est ce que le gouverneur de province avait dit. Et qu'en ce moment ici, et après, comme il était venu, la population devait commencer à manger les dormants et tout. Il y avait autant de promesses. Lui-même a dit encore, ex-professeur, qu'il était venu avec beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Il ne pouvait pas nous faire voir cela parce qu'on risque de paniquer, on risque de piquer même des crises. Voyez-vous? Mais 9 mois plus tard, Arsène, qu'est-ce qu'on constate? Rien ne marche. Rien ne marche. Rien n'avance. Toutes les promesses semblent être des promesses fallacieuses. Des promesses apparemment qu'on a fait pour raison de la cause. Il fallait satisfaire la population comme elle était venue l'accueillir. Il fallait tomber dans cette démagogie-là. Mais est-ce pour autant, nous allons arriver justement aux motifs qui ont fait qu'aujourd'hui vous souhaitez son départ. Mais ma question c'était de savoir si le Kasaï oriental est en danger pour vouloir la sauver. Le danger, et c'est quoi le danger? C'est ce que je dis. L'état comateux de la province du Kasaï oriental, c'est ce que je suis en train de décrire. Voyez-vous? Cet état n'a pas commencé avec Jean-Marie Jamoteba. Il a trouvé cette province dans cet état. Voyez-vous? Et il est en train de fournir des efforts pour essayer, il est en train d'enfoncer la essayer de relever la province. Il est en train a-t-il dit lors de son dernier discours bilan? Un discours creux. Moi, je l'ai qualifié de creux parce qu'il est en train de concocter. Vous sentez qu'il est en train de se débrouiller pour nous donner, mettre à son actif quelques réalisations.
qui du reste ne tiennent pas pratiquement. Ne tiennent pas. Parce qu'on peut aller en train de vous démontrer point par point que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais Donc le danger, c'est que le danger est que la province est en train de s'enfoncer dans un bourbier dangereux. Et il faut les sauver. Il ne faut pas attendre demain. Moi, je suis de cette école, dites now, de dire c'est maintenant. C'est maintenant le moment de sauver la province. La province. Il ne faut pas courir derrière le temps. Et pour le temps perdu, Arsène, on ne les rattrape jamais. Là, je suis d'accord avec vous. Le temps, c'est un élément important. Très important. Surtout dans le développement d'une entité. Mais est-ce que l'unique manière de sauver la province du Kasaï oriental, c'est de souhaiter le départ de son gouverneur? Voilà, il n'y a pas mille manières de sauver la province sans souhaiter que Maouéja parte. Voilà une question très importante, très capitale. Pourquoi Maouéja doit partir? Le gouverneur Jean Maouéja Mouteba doit partir. C'est la question qui revient généralement. Mais on s'est dit, on a proposé des choses. Parce qu'il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux, on nous attaque partout pour dire qu'est-ce que vous aviez déjà fait pour la province du Kasaï oriental. Arsène, je vous rappelle, alors que Jean Mouteba venait de prendre le fauteuil du gouvernorat de province du Kasaï oriental, nous, au sein de la structure Etnao, nous avons amené une tribune intitulée « Qu'est-ce qui tue le Kasaï oriental ?» Dans cette tribune-là, Arsène, je vous avais même invité pour que vous puissiez participer à la publication. J'ai la copie de cette tribune sur mon bureau, d'accord. Nous avions relevé dans cette tribune tous les fléaux ou tous les maux qui gangrènent la province du Kasaï oriental. Et le gouverneur le sait aussi. Nous avions proposé, je vous dis, nous avions proposé à chaque fléau une piste de solution. C'était pour nous une façon de contribuer à sa façon de gérer. On s'est dit peut-être qu'il ne maîtrise pas, c'est pas au péjoratif, il ne maîtrise pas certains aléas de la province du Kasaï oriental. Tous nous sommes natifs de cette province, nous vivons dans cette province, on connaît certaines réalités. Oui, d'accord, vous avez proposé, mais peut-être qu'il a son mode opératoire. Lequel? C'est ces modes de s'opérandi qu'on ne veut pas. Ah c'est bon? ces modes opérandi qu'on ne fait pas. On lui a proposé. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a des jeunes gens, des GLD qui est là, ils ont proposé aussi. À un certain moment, on a compris qu'ils ne présentent pas des signaux d'une personne qui pourra faire quelque chose. C'est très important. 9 mois plus tard, je vous dis, Arsène, même quand vous avez un enfant, je venais d'avoir un enfant, et quand cet enfant, après 9 mois, ne présente pas certains signes, l'enfant n'appelle pas papa, l'enfant ne tâtonne pas même pour appeler maman, l'enfant ne sort pas les dents, ça devient un danger. Là, il y a une anomalie. Un enfant qui est né vivant et viable doit présenter certains signes qui prouvent réellement que cet enfant a de l'avenir. Voyez-vous? Et si cet enfant ne présente pas certains signes, dites-vous qu'il y a un problème, voyez plutôt le pédiatre. Et notre façon aussi ici de voir le pédiatre. Pour vous, le gouverneur Jean Mouteba n'a présenté aucun signe. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Qui présage un avenir radieux pour cette province. Il n'y a pas de signe, je vous l'ai dit, il n'y a pas de signe. Mais moi, je vais vous énumérer quelques signes. Il a parlé de l'assainissement des finances publiques. Il a parlé des travaux sur l'avenue Monseigneur Nkongolo. Il a parlé des travaux sur l'avenue Lumumba. Il a parlé de l'instauration d'un débat démocratique. Il a parlé de plusieurs signes que vous n'avez peut-être pas vus, mais qui peuvent aujourd'hui rassurer la population du Kasaï oriental d'un avenir meilleur avec le gouverneur Jean Moïja Mouteba. Quels sont les signes que vous voulez voir que Jean Moïja Mouteba ne vous a pas montré? Parce qu'évidemment, je viens de vous énumérer, entre autres, quelques éléments que lui-même a évoqués, que nous pouvons considérer comme des signaux positifs. Arsène, ça me dépasse. Ça me dépasse. Il y a un proverbe qui dit « Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. » Quand vous parlez des débats démocratiques, il y a l'un des membres du collectif Sauvons les Kasaï oriental qui a été agressé hier. Au sortir d'une émission, une émission à caractère politique, comme c'est en train de le faire, il a été agressé par le pro-Maouéja. Qui vous a dit que c'est par les pro-Maouéja? C'est parce qu'on était en train de mettre une analyse critique par rapport à sa gestion. Nous avions dit, ce sont nos opinions. Et la Constitution nous les permet. La Constitution nous dit qu'on peut exprimer nos opinions. Mais rien ne vous dit aussi que ceux qui vous agressent sont les pro-Maouéja. Mais ils sont venus pour le défendre. Ils sont venus pour les défendre. Et là, vous parlez d'un débat démocratique.
Et là, ils ne sont pas manipulés. Des actes isolés. Non, 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 ce ne sont pas des actes isolés. Vous aviez suivi qu'au lendemain de notre déclaration, j'ai suivi les conseillers, l'un des conseillers du gouverneur de province qui a dit que nous n'allons pas permettre cela. Ça, c'est une rébellion. Imaginez un peu qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait des citoyens congolais. Ils disent tout haut ce qui se dit tout bas. Ils vous disent que ça ne marche pas. Apparemment, vous aviez porté un fardeau qui vous dépasse. Veuillez vous décharger. Veuillez démissionner pour sortir par une grande porte. Vous dites que c'est une rébellion. Or, la norme, la Constitution nous donne ces prérogatives-là. Je peux exprimer mes convictions, individuellement ou collectivement. J'ai une liberté d'expression. Je peux exprimer ce que je sens. Mais la loi me dit aussi sous réserve. Donc je dois respecter l'ordre public. Mais on n'a jamais troublé l'ordre public. Vous sentez? Ce ne sont pas des cas isolés. Prenons ça in solidum. Ce ne sont pas des cas isolés. Vous sentez que c'est pratiquement le modus operandi continu, le même qui a opéré autrefois. Parlons par rapport aux finances publiques. Arsène, j'avais voulu que je sois en face d'un contradicteur, connaissant un peu d'analyser les choses en tant que scientifique. Nous n'avons pas de muscles à exhiber ici. On voulait un peu qu'on puisse avoir des argumentaires purement scientifiques. Dans les finances publiques, je prends seulement un maillon dans les finances publiques, le marché public. Dans la chaîne des dépenses, dans la dépense, on a ce qu'on appelle le marché public. Le gouverneur de province était en train de parler qu'il y a de la transparence dans sa façon de gérer. Mais qu'on puisse nous dire aujourd'hui, dans le marché public, passation des marchés publics, quel est le marché conclu par la province du Kasaï oriental? C'est la question qu'on doit se poser. Lequel? J'ai suivi les conseils en train de dire il y a autant de marchés qui ont été conclus. Conclus où et quand? Et là, ce sont les questions. Il y a le marché de lampadaires, la lumière, l'éclairage public avec panneaux solaires. Je dis c'est conclu où et quand? Parce que tout le marché public, d'abord le marché public en caractère public, tout le marché public doivent être publiés dans les sites de l'ARMP. Et ce site est accessible à tout le monde. Même vous, l'autorité de passation de marché public. L'autorité de régulation, de marché public. Merci. Vous pouvez aller consulter ce site. Vous n'allez trouver aucun marché pour la province du Kasaï oriental. Je sais ce que je dis. Vous avez Internet avec vous, vous pouvez y aller maintenant. Peut-être qu'il y a eu publicité au gouvernorat, on a affiché. Et ça, c'est la procédure. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Dans cette procédure, on commence d'abord avec le plan des passations de marché public. Ça dépend du marché. Il y a le marché des fournitures, il y a le marché des travaux, il y a le marché des services. Ça dépend du marché. Mais on commence d'abord par un plan. Ces plans doivent être publiés. On a les DAO doivent être publiés. Si c'est un marché de gré à gré, on a ce qu'on appelle le document de contrôle des prix. Ça doit être publié. Mais s'il vous plaît, Arsène, ça n'a jamais été publié. Vous nous parlez de la transparence. Je suivi un auxiliaire de la justice en train de parler sur une des chaînes de la place. Il disait, quand on a posé la question de savoir pourquoi le gouverneur n'occupe pas la résidence officielle, il a dit tout haut, on est en train de réhabiliter, on est en train de faire des travaux. Ces travaux-là, qui les exécute? Et ça, vous parlez de la transparence. Voyez-vous, c'est ça la transparence. On exécute les travaux. Qui est en train d'exécuter ces travaux? Une entreprise qui a gagné le marché, qui a soumissionné et qui a gagné le marché. Et on a publié où? Donc ce sont des entreprises qui sont dans nos poches. Ce sont des entreprises qu'on a fabriquées pour besoin de la cause. Et c'est ce qu'on a vécu dans l'administration passée. C'est ce qu'on a tous, on a décrié. Voilà, il n'y a pas de transparence. Il n'y en a pas. Ça, c'est vous qui le dites. Je le dis avec preuve à l'appui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui pourra nous contredire. Il n'y a pas de transparence. Même par rapport, parlons de marché des fournitures et tout. Même quand il faut payer les carburants, il y a un seuil. Même quand il faut renouveler le mobilier, les meubles qui ont été changés dans le bureau du gouverneur de province. Parce que la loi sur les procédures de passation des marchés du public nous dit que si c'est un marché de fourniture, pratiquement le seuil doit être égal à 5 millions ou plus. Si c'est égal à 5 millions ou plus, en principe, ça doit passer par appel d'offres. Mais est-ce que tous ces mobiliers qui ont été payés, il y a eu appel d'offres? Le carburant qu'on est en train de payer pour le gouvernorat et tout, y a-t-il appel d'offres? Il n'y a pas de transparence. Mais ce sont les arguments scientifiques qu'on pouvait discuter. Parce que quand on parle de finances publiques, ne voyez pas seulement le casse. Nous, ici, nous parlons par rapport aux dépenses. Parce que toutes les dépenses
d'une entité comme la nôtre devaient être publiés. On devait les savoir, on devait les connaître. Et l'autorité contractante ici, c'est le gouverneur de province qui habilite à les Donc publier. seulement par le fait que les marchés publics n'ont pas été publiés, ou vous ne les avez pas vus être publiés, vous tirez la conclusion qu'il n'y a pas de transparence. Je vous parle du site de l'ARMP, qui est accessible à tous. Vous pouvez aller vous connecter et vérifier s'il y a un marché qui a été publié. Et j'avais voulu qu'il y ait un contradicteur sur place. Et quand vous nous parlez, je ne sais pas moi, de l'avenir, je vous ai parlé de l'avenue Monseigneur Nkongolo, je vous ai parlé du caniveau qui est en train d'être construit sur l'avenue Lumumba. Ce sont des signaux que le gouverneur a la volonté, vous parlez de l'avenue Lumumba, mais il n'a pas de moyens. Selon ce qu'il a dit, il n'a pas de moyens pour jusqu'à là faire des travaux de grande envergure. Mais parce que la volonté est là, il a commencé par quelque part. Il y avait un grand ravin qui menaçait le rond-point Kalalawankata, non loin de sa résidence privée. Il y a des travaux qui se font là-bas. Il y a des travaux, même si ça n'a pas de tortue, mais il y a quand même des travaux sur l'avenue Lumumba. Ce sont des signaux. Il y a aujourd'hui de la lampadaire à panneaux solaires qu'on est en train d'installer, ça et là sur la ville. Ce sont quand même quelques réalisations du gouverneur Jamaou Jamouteba. Dans une année ou dans un 10-11 mois d'action, vous, qu'est-ce que vous aurez souhaité voir que le gouverneur fasse? Qu'est-ce que quelqu'un peut faire dans une année de plus que toutes ces choses que je vous cite? C'est ça ma principale préoccupation. Vous étiez en train d'énumérer les choses. Tout à fait. Commencez d'abord avec le débat démocratique. Vous avez commencé par le débat démocratique, les finances publiques. Maintenant, allons-y, parlons. Vous êtes en train de parler de l'avenir Lumumba, mais eux parlent de l'avenir Kalamba Youssoufou. Qui du reste, il n'y a justement, même pas de travaux. Pour l'instant, on a commencé. Pour l'instant, on a commencé par l'avenir. Je vous dis, vous parlez de l'avenir Lumumba, eux parlent de l'avenir Kalamba Youssoufou. Il n'y a pas même de travaux. Et je me dis... C'est dit que les travaux vont passer par aussi Kalamba Youssoufou. Pour l'instant, ils sont encore sur l'avenue Lumumba. C'est très compliqué. La question qu'on est en train même de se poser, est-ce que l'avenue Lumumba était budgétisée? Dans le budget, on a parlé de l'avenue Lumumba. Et c'est comme ça qu'on est en train de gérer l'argent de la province. On se lève d'un bon matin, on se décide de faire quelque chose et on le fait. Monseigneur Nkongolo, il y a eu des travaux là-bas. Je suis en train de vous dire, vous allez encore à un certain moment me citer les travaux qui se sont réalisés sur l'avenue Cathédrale. Vous allez me citer ce qui a été fait la veille de la venue de Maman Denise. Vous allez me citer tout ça. Sur l'église là, sur l'avenue Inga. Ce sont quelques petites réalisations. C'est ce que je dis. Et le caniveau, le curage du caniveau, maître Hilaire. Ajoutez même ce qui est en train d'être fait sous boulevard. On est en train d'intervenir sur les nids de poules, les points chauds pour boucher les trous. Les têtes de chat et tout. Moi, je me dis ça, c'est déplorable. Mais c'est déplorable. Ça peut aider à fluidifier la circulation. Arsène, je me rappelle Jamaou Jamouteba. Une fois, on lui a posé la question de savoir pourquoi il ne réalisait pas, même les petites actions, il a dit, il ne veut pas faire comme les autres. Voyez-vous, faire à la volée les choses. Ça, je le sais, je l'avais entendu. Pour vouloir tromper la population. Il l'avait dit. Mais aujourd'hui, on les rattrape par ses propres paroles. Il est contre mur. Ce qui est en train d'être fait sous boulevard, c'est quoi? C'est pas ce qu'on avait décrit autrefois. Ce qu'on a fait à la veille de la venue de Maman Denise, c'est quoi? On a vu, c'est pas moi, Subito en train d'aménager la maison, je ne sais pas comment on va appeler sa présidence ou quoi, la maison du chef de l'État. On a mis la peinture. Même pour couper l'herbe, il fallait attendre la venue de Maman Denise. On a vu ce qui s'est passé sur Cathédrale. Mais c'est ce qu'on a décrit autrefois. Voyez-vous? Et tout ça, nous n'allons pas tolérer que ça puisse se reproduire. C'est juste un début. Se reproduire. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Vous êtes impatient, maître Hilaire. Non. Il y a quand même, je vous ai donné ici une illustration. Quand on présente une lueur d'espoir, on peut vous croire. L'espoir est là. Sans vanter le président de la République. Le président Félix Tshisekedi, il est en train de se battre à corps et à cri. Lui qui a 26 provinces, parce que le président de la République n'a pas seulement une province comme sa juridiction, il a 26 provinces. Mais vous sentez comment il est en train de se battre? Il se bat pour faire quelque chose. Et on a quand même certaines de ses promesses, on voit certaines de ses promesses en train de se réaliser. Il a parlé de gratuité de l'enseignement. Sans tenir compte de son budget, il a pris les risques et tout. On a parlé de, je sais pas moi, de logements, de sociaux et tout. Même si aujourd'hui il y a des détournements, tout, mais il a posé un acte par rapport au moteur.
pour pallier à cette histoire d'embouteillage à Kinshasa. On a vu le déplacement vers l'est du pays de l'état-major. Ça, c'est le fils de l'homme, Félix Antoine Tshisekedi, qui a 26 provinces. Il n'a pas attendu une année. D'abord, il vous a fait un programme de 100 jours. Voilà un homme qui était préparé à diriger. Voilà un homme qui a l'art de diriger. Vous voulez dire que le gouverneur Jean Moïja n'était pas préparé à Il diriger? n'était pas préparé à diriger. Il n'en a pas l'art. J'assume ce que je dis. Il n'en a pas l'art. Oh, Arsène, diriger, c'est un art. Même quand vous êtes DP à la R-Top, on sent. C'est un art. C'est un art. Et je vous l'ai dit. Ça peut s'apprendre aussi. Hein, ça s'apprend aussi. Aujourd'hui, vous nous dites, l'art, c'est très compliqué. L'art est inné. Et je vous l'ai dit, Arsène, Félix Tshisekedi n'a pas attendu une année. Et aujourd'hui, on nous demande d'être patient. Patient jusqu'à quand? Et si on arrive à la 3e année qui rien n'a été fait, c'est alors qu'on va vous dire de laisser place? Et celui qui va venir après une année, il pourra nous dire quoi? Il pourra aussi vous dire après 3 ans, il pourra vous dire, bon, écoutez, celui qui a eu 3 ans, il n'a pas su faire. Voilà même les arguments qu'on nous donne aujourd'hui. Ceux-là qui ont fait 10 ans n'ont rien fait. Pourquoi vous nous demandez dans 9 mois. Et c'est le même argumentaire qui a été avancé même par les amis de PPRD quand ils disaient que nous sommes un pays post-conflit. Franchement, et nous les regardons, on laisse faire. Et il y a une élite qui laisse faire ça. Nous sommes des intellectuels. On n'est pas lui donner une autre année. Vous avez fait votre diagnostic. Vous avez relevé des choses qui n'ont pas marché. Vous avez tiré des conclusions selon lesquelles l'autorité provinciale n'a pas l'art de diriger. Et il n'en a pas les compétences. Si j'ai lu votre déclaration du collectif Sauvons le Kasaï oriental. Ne pas être compétent, ce n'est pas une insulte. Mais oui, ça on le sait, ce n'est pas une insulte. C'est un constat, c'est un qualificatif. Mais est-ce qu'il ne fallait pas plutôt faire de propositions à ce gouverneur de province? Lui dire, monsieur le gouverneur, voilà, après un an d'exercice, nous nous sommes rendus compte que là, vous avez des problèmes dans tel secteur et tel autre secteur. Nous, le collectif Sauvons le Kasaï oriental, voilà ce que nous vous proposons pour la 2e année qui commence. Et qu'au terme de cette 2e année, vous pouvez tirer des conclusions aussi radicales que demander son départ. C'est ainsi que l'on vous pose la question de savoir si ce n'est pas trop tôt de souhaiter le départ de Jean-Moïse Mouteba. Trop tôt par rapport à quoi? Par rapport au temps qu'il vient de passer à la tête du Kasaï oriental. Arsène, je me rappelle qu'après les 100 jours de Jean-Moïse Mouteba, 100 ou 120 jours, il y a l'une des structures qui composent les collectifs, je parle de la lucha, la lutte pour le changement, un mouvement citoyen. Ils avaient déjà lancé ces cris, Maouja doit partir. À ce moment-là, Itzna n'était pas là. Dejelde n'était pas là. Kassai Jokotante n'était pas là. Nous nous avions dit, mais écoutez, il faut quand même lui laisser un peu de temps. C'est pas à peine qu'on doit déjà l'évaluer. Même s'il fallait l'évaluer déjà en cet état-là, parce que même le président de la République a dit qu'il allait initier un contrôle, une évaluation qui sera après chaque trimestre. Et on se demande si réellement il y a eu cette évaluation, parce que s'il y aurait eu cette évaluation, je pense que le gouvernement devait être déjà déclassé. Les informations en notre possession nous renseignent que jusque-là, il n'y a pas eu d'évaluation. Il n'y a pas eu d'évaluation, c'est pas. Peut-être que le président sur beaucoup de choses. Peut-être aussi que si cette évaluation avait eu lieu, il y aurait eu d'autres conclusions que souhaiter que le faire partir. Peut-être que les évaluateurs seraient tombés à la conclusion selon laquelle ils gèrent bien avec l'orthodoxie surtout. Quelle orthodoxie? Je vous ai démontré qu'il n'y a pas d'orthodoxie. Je le disais, 100 jours après, la lucha a dit, Maouja doit partir. On a dit on pouvait lui laisser le temps. Et à un certain moment, nous avions tous compris, mais écoutez, on risque de perdre tout notre temps. Arsène, je vous l'ai dit, le temps perdu, on ne les rattrape pas. Je vous les rappelle. Ce qui devait être fait hier, qui n'a pas été fait, on ne le fera pas aujourd'hui. Aujourd'hui a ses défis, demain aura ses défis. Vous n'allez pas nous dire que donnons le temps au temps. La route qu'on pouvait faire hier, le ravin qu'on pouvait, c'est pas moi remblayer hier, qu'on n'a pas su faire, on ne va pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui a ses défis. Et chaque jour qu'on a une pluie, il y a on a des nouvelles têtes d'érosion. Et vous dites qu'on lui laisse le temps. On va lui donner le temps. Jusqu'à quand? Quand on sera en 2022? En 2021, par exemple. En 2022, il pourra encore nous dire, écoutez, donnez-moi un second mandat, je vais faire quelque chose. Mais c'est ce que nous ne voulons pas. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Qu'il laisse place à quelqu'un qui a cette capacité managériale de gérer, de développer cette province. Vous vous rappelez l'affaire 3 millions? C'est pas 3 millions combien par rapport à l'achat de maïs.
Je me rappelle que le gouverneur a dit, il a dit, nous sommes en train de tomber ses mains, de nous rabattre sur ces paroles. Un discours, c'est bien beau quand vous le faites, mais quand on est en train d'analyser sur toutes les coutures votre discours, ne venez pas nous dire qu'il y a un acharnement. Quel acharnement? Quand Jamaou Jamouteba était dans ses affaires, moi personnellement, je ne me rappelle pas de ma bouche avoir cité un jour Jamaou Jamouteba. Je vous l'ai dit, Arsène. Aujourd'hui, quand on parle de lui, c'est parce qu'il gère la res publica, la chose de tout le monde. C'est notre chose. Il est le 34e gouverneur. Donc il est aussi locataire. Je voulais dire par rapport aux 3 millions, s'il vous plaît. Laissez-moi un peu d'abord atterrir l'idée. D'accord. Les 3 millions. Il est venu, il nous a dit qu'on a libéré les 3 millions. On a déjà autorisé pour les 3 millions. Et j'étais dans une émission de débat. Je suis vu même quelqu'un dire que les 3 millions, on a déjà débloqué. Le gouverneur ne veut pas qu'on aille acheter les maïs. Il a investi, il a donné, ici c'est pas un groupe d'ingénieurs agronomes, pour qu'on aille faire des champs et tout. Et à ce moment-là, on a dû croire que les 3 millions étaient déjà là. À un certain moment, il vient nous dire qu'on n'a jamais débloqué les 3 millions. Mais écoutez, il y a une procédure. Le Premier ministre a autorisé. Mais il y a quand même des procédures à suivre. Je suivis un auxiliaire de la justice hier dans une émission, il est en train de dire, écoutez, il fallait qu'il puisse aussi faire des rétrocommissions, c'est ce qu'il ne veut pas. Est-ce qu'il a déjà dénoncé ça? Il ne faut pas quand même nous aveugler, nous ne sommes pas des petits-enfants. Même si vous nous qualifiez des enfants et tout. Mais écoutez, on a quand même des têtes pour raisonner tant soit peu. 3 millions, il y a une procédure à suivre. Vous toquez par-ci, par-là. Vous allez chez le ministre de Budget. Vous insistez. Au moins, l'argent n'a pas été encaissé. C'est ce que je dis. La capacité managériale nous manque. Quand on a déjà autorisé, c'est à vous de vous démener. Vous allez vous battre pour obtenir cela. Quand on a vu les autres obtenir cet argent pour exécuter ces choses, ce n'était pas facile. Vous voyez aujourd'hui que ce n'était pas facile. Vous avez le ministère du Budget, vous toquez. Le ministère des Finances. Et si ça bloquait? Le président de la République, c'est le fils du terroir. Qu'il puisse nous dire qu'il a pris son téléphone pour appeler le président de la République. Et là où on lui a demandé, c'est pas moi, rétrocommission et tout, il a dénoncé. Qu'il puisse dire tout haut. Là, on lui a demandé cela. Pour que la procédure soit bloquée. Que nous ne puissions pas jouir de ces 3 millions. Mais c'est cette capacité managériale dont on a besoin. Et si vous n'êtes pas à même de le faire, nous vous respectons. Vous aviez dit que vous êtes un homme, une moralité, c'est pas moi, irréprochable et tout. Voilà pourquoi nous vous demandons bonnement démissionner pour que vous puissiez sortir par une grande porte. Ça restera dans l'histoire que les 34e gouverneurs avaient démissionné. Ne vous rendez pas compte, Maître Hilaire Tendaï, que vous êtes en train de distraire et de détourner l'attention de la population en cette période où les Congolais doivent faire front commun contre le Covid-19. Ne servez-vous pas de flanc à ceux qui cherchent à déstabiliser le pays et à compliquer la tâche au président Félix Tshisekedi, surtout dans sa province Je connais. Vous savez, natale. Nous connaissons déjà les arguments de Promaweja. Ce sont les mêmes arguments. Je ne parle pas des Promaweja. Non. C'est ma question que je vous pose. C'est une question, peut-être vous l'aviez ramassée sur les réseaux sociaux. Non, mais surtout que les Promaweja ne sont pas sur ce plateau. Je ne ramasse pas les questions sur les réseaux sociaux. Je suis en train aussi de répondre. Je vais répondre. Ça fait partie des questions que j'avais préparées pour vous. Merci. Est-ce que vous n'êtes pas en train de distraire la population qui doit être en ce moment être focalisée sur la lutte contre le Covid-19? Vous nous demandez, vous êtes en train de dire que nous créons la crise, mais il y a une crise qui a existé ici entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur et l'exécutif provincial. Je ne crois pas que c'est le collectif qui était là. Et vous en profitez pour... Il y a une crise sociale. Non, s'il vous plaît. Il y a une crise sociale ici. À un certain moment, on a payé une mesurette de maïs à 5 $. Je parle en termes de dollars. 5 $. Ici, dans la province du Kasaï oriental. Ce n'était pas le collectif qui avait créé cette crise. Il y a une crise sociale actuellement. Tout le monde s'est plaint. Tout le monde s'est plaint. Ce n'est pas nous qui avons créé cette crise sociale. Cette crise alimentaire. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Il ne faut pas qu'on puisse aussi... Et vous venez de créer la vôtre. C'est pas nous. Parce que je suis en train de me dire, quand vous allez dans cette province, il y a déjà des habitudes. Quand quelqu'un parle, vous dit la vérité, on sait déjà comment détourner les pensées de la population. On va vous détourner comment? On va vous dire, ce sont les gens des FCC. Une façon de vous. C'est ainsi qu'on a fait piller certains députés ici, gratuitement, avec des informations comme ça ramassées. On connaît déjà que quand on va dire ça, la population va réagir de cette façon. Ils sont des FCC pour nous discréditer.
Ils combattent le président. Nous combattons le président comment? Bien au contraire, c'est lui qui est en train de faire la honte du président de la République, la honte du parti du Sphinx délimité. D'heureuse mémoire, c'est Jean-Marie Mouteba. C'est lui qui est en train de nous distraire. Quel argument ils auront en 2023? Moi, je l'ai dit toujours qu'ils seront tenus devant le tribunal de l'histoire. Mais nous ne voulons pas être complices ni co-auteurs devant ce tribunal de l'histoire. Voilà pourquoi nous dénonçons aujourd'hui. Nous ne combattons pas le président de la République. Bien au contraire, nous sommes en train de lui rendre un bon travail, un travail de titan. On vous accuse de vouloir déstabiliser le Kasaï oriental. Déstabiliser comment? En s'attaquant au gouverneur de province. Mais le Kasaï oriental est déjà... Trop. Quand on veut sauver quelque chose, cette chose est dans quel état? On veut sauver le Kasaï oriental. Il y en a qui pensent que le Kasaï oriental n'est pas à sauver. La province est bien gérée, il n'y a pas lieu de la sauver. Et si chacun pouvait parler avec sa conscience, donc la main droite sur le cœur, je crois qu'il n'y aurait pas certains débats. Aujourd'hui, je me rappelle que même ceux-là qu'on a détestés dans ces pays, on disait qu'ils étaient les mauvais. Ils avaient aussi toujours des gens qui les défendaient. Ça ne pourra pas nous épater aujourd'hui. Jean-Marie Mouteba a une famille. Jean-Marie Mouteba a des gens autour de lui qu'il nourrit. Ces gens-là ont leur famille. Ils ne peuvent que défendre ceux qui sont en train de permettre qu'ils puissent survivre. Ça ne va pas nous empêcher que nous puissions parler de la province du Kasaï oriental. Et dites-nous, en ce moment ici, qu'est-ce qu'on a eu à faire pour déstabiliser la province? Rien. Une déclaration, c'est la paix dans leur camp. La paix dans leur camp. Mais c'est juste une déclaration. Je vous dis, Arsène, il y aura des actions pacifiques. Ça, vous l'avez dit, des actions pacifiques. Conformément à la Constitution. Dans votre déclaration, dans le collectif Sauvons le Kasaï oriental. Et notre vœu est que ces manifestations se déroulent effectivement de manière pacifique. C'est d'ailleurs ici l'occasion de dénoncer les agressions physiques de certains compatriotes à cause de leurs opinions. Je crois que pour ceux qui nous lisent sur Internet, nous l'avons aussi fait. Nous sommes dans une démocratie. Le président de la République est en train, en ce moment même, de lutter pour l'instauration d'un véritable état de droit. Et qu'au Kasaï oriental, nous devons déjà, nous également, intégrer ce mode de vie, c'est-à-dire tolérer le point de vue de l'autre. La pensée unique est morte avec le maréchal Mobutu. Étienne Tshisekedi et tous les autres combattants de la démocratie sont morts pour évidemment qu'aujourd'hui que tout le monde ait la liberté d'exprimer son opinion. Mais j'ai été malheureux parce que j'ai assisté à cette scène. J'ai été malheureux, je profite seulement de votre parenthèse. J'ai été malheureux d'assister à une scène où un groupe de Pomba était venu agresser un citoyen parce que dans une émission, il émettait son point de vue. Mais c'est malheureux ça. C'est malheureux et c'est triste parce qu'évidemment, c'est craché sur le combat d'Étienne Tshisekedi, c'est craché sur la lutte de tous ces gens, c'est craché sur la lutte de Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala et tous les autres qui sont décédés pour les libertés fondamentales. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas vous lever chez vous, vous vous dites je vais aller taper Hilaire Tendayi parce qu'il émet un point de vue. Ça, on ne peut pas l'admettre. Vous ne pouvez pas vous réveiller, vous dire, bon, aujourd'hui, je vais en découdre avec Arsène Ponga parce qu'il fait une émission. Ça, ce n'est pas permis en démocratie. Et donc, ce que nous demandons en ce moment aux autorités du pays, ce que nous demandons à ceux qui gèrent la cité, c'est de sécuriser tout le monde. C'est-à-dire, les Pomba ont besoin du travail. Ça, nous insistons là-dessus. Les Pomba, les gros bras, les Benamakanda, ont surtout besoin du travail et non d'être instrumentalisés pour des intérêts privés des politiques. C'est des pratiques qui ont été décriées dans notre pays et qui doivent s'arrêter à un certain moment. Oui, la jeunesse ne doit pas continuer à servir à des fins privées des individus qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Et donc, si vous avez besoin de débattre d'un sujet avec un adversaire politique, mais comme dans tout pays normal, il y a des espaces, il y a des cadres comme celui-ci, vous venez, vous faites un débat d'idées. Ne vous organisez pas pour que ceux qui ont des arguments puissent tomber dans des embuscades des Benamakanda, parce que c'est à quoi nous avons assisté.
était une scène triste. Donc la population était là, contemplant les Benama Kanda de Bakwadianga, qui étaient venus là pour tabasser quelqu'un pour ses opinions. Heureusement, les Benama Kanda de Kemek et de Kalalangata sont arrivés, mais réaliser ce qui devait se passer si déjà ne s'était pas interposé. Il y aurait eu une bagarre terrible et que peut-être on aurait déploré des blessés graves, des morts, parce qu'avoir la corpulence et l'agressivité des Benama Kanda, vous vous dites, si la bagarre démarre ici, au centre de la ville de Mbujimaï, avec 50, 60 individus, vous ne savez pas comment elle va se terminer. Donc, chères autorités, moi je m'adresse particulièrement aux autorités de la ville de Mbujimaï, aux autorités de la province du Kasaï oriental, aux autorités législatives, aux autorités exécutives. Regardez ces choses, ce n'est pas bien. Nous sommes en train de sortir, des idéaux, nous sommes en train de sortir de la ligne tracée par le président de la République, nous sommes en train de sortir de la ligne tracée par la Constitution de la République. Un citoyen a le droit de dire ce qu'il pense. Du moment qu'il respecte les textes qui régissent la cité, il a le droit d'émettre son opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, émettez le vôtre, venez débattre avec lui. Si vous n'avez pas d'argument, taisez-vous. N'allez pas instrumentaliser les Benama Kanda parce qu'ils ont besoin d'un peu d'argent pour qu'ils aillent agresser leurs propres frères. Donc, évitez-nous ces scènes. Parce que nous avons filmé cette scène, nous avons des images, nous ne pouvons pas les balancer, nous ne pouvons pas encourager ces choses. Évitez-nous ces scènes. Donc, cette époque est passée. Nous sommes maintenant à une période où nous devons construire dans la démocratie et dans la tolérance des uns et des autres. Je crois que le message est passé. Je voulais le faire passer comme ça. Évidemment que je suis présentateur de l'émission. Vous dites, mais Arsène est présentateur, il aurait laissé son invité dire. Non, j'ai voulu moi-même personnellement passer ce message parce que j'ai assisté à cette scène. C'est triste et déplorable. Tous ces jeunes, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir du travail. S'ils sont occupés dans des centres de formation, s'ils sont occupés dans des fermes, s'ils sont occupés au champ, si vous leur donnez du travail, petit soit-il, ils n'auront pas du temps à venir se battre pour vos intérêts. Sinon, nous allons conclure que c'est votre souhait de le maintenir dans cette situation pour que quand vous avez besoin de les instrumentaliser, vous les appelez. Comme ça, nous sommes là, plein de journalistes, plein de monde, au carrefour de la Banque centrale, de la Banque commerciale du Congo, au carrefour de l'ancien gouvernorat du Kasaï oriental, là où siège le gouvernement provincial. Il y a les Pomba des Bakwadiara, des gros bras, et ceux des Kemek, ceux des Kalalangata sur le point dans des comptes. Parce que, évidemment, il y en a qui voulaient taper et puis d'autres appeler au secours. Évitez-nous ces histoires. Nous devons faire développer la province dans le calme et dans la paix. De la même manière que nous avions dénoncé l'agression des rochers Pharma sur Boulevard par les Benama Kanda, c'est de cette même manière que nous dénonçons ces choses et cette bagarre qui aurait causé des blessés et peut-être des morts, vu la force et l'agressivité des Bapomba, des Benama Kanda, pour la plupart des sportifs. Alors, nous revenons sur ce plateau avec Maître Hilaire Tendayi. Maître, il y a une question. Alors, ici, je suis honnête, c'est une question des internautes. Plusieurs réactions sur notre page Facebook Arsène Pongan officiel. Qui est derrière vous? Qui finance le collectif Sauvons le Kasaï oriental? Vous êtes face à la population, vous êtes face à vos concitoyens. Je vous connais comme honnête et sincère. C'est peut-être les moments, si vous avez pris de l'argent d'un politique pour déstabiliser le gouverneur et le Kasaï oriental, c'est le moment de faire votre mea culpa. J'ai fait confiance en notre population, elle va vous le pardonner. Qui vous finance? Qui est derrière vous pour déstabiliser le gouverneur Jama Jamuteba? Question des internautes. Encore une fois de plus, merci Arsène. Cette question me fait rire, elle revient généralement. Je comprends notre population, on était déjà habitué à ça. Quand vous voyez des personnes émettre des points de vue, des personnes agir, il y a dû avoir quelqu'un qui les a poussés. C'est tout à fait normal, ils sont déjà habitués à ça, je comprends. Mais je me demande qui est derrière nous. Personnellement, je parle d'abord personnellement,
Je suis en train de mettre des points de vue sur la gestion de Jean-Marie Moteba. Depuis tous ces temps, je suis en train de critiquer sa gestion. On ne m'a jamais demandé qui est derrière moi. Quand on veut le faire d'une manière collective, on veut savoir qui est derrière nous. Mais qui est derrière nous? C'est l'incompétence de Jean-Marie Moteba. Je l'ai dit, oui. N'eût été son incompétence, on ne pouvait pas s'élever. C'est clair. Évitez je sais comment déjà on manipule notre population. Un financier, une main noire. Non. D'ailleurs, Arsène, moi j'attendais que vous puissiez, après votre message, on pomba et tout, nous n'avons pas de muscles à exhiber ici, nous n'avons que notre bouche et notre cerveau, ça nous sert et tout. Et nous croyons qu'avec ça, on peut convaincre. Mais je croyais qu'après ton message, vous allez quand même féliciter ces jeunes qui ont compris qu'on peut s'élever contre les antivaleurs. Comment voulez-vous que nous soyons dans une province où chaque fois qu'il y a des hommes politiques qui arrivent, il y a beaucoup de jeunes à l'aéroport pour acclamer, pour applaudir. Et après, on leur donne 500 francs, 1000 francs. Aujourd'hui, quand vous avez des jeunes qui mettent leur ingéniosité au développement de la province, et quand ça ne va pas, ils dénoncent. Ils disent que ça ne va pas. Vous voulez savoir qui est derrière nous. Et pourquoi cette question? Parce que qui est derrière il y a plusieurs personnes qui estiment qu'il y a des politiques, des potentiels candidats gouverneurs, disons les choses telles qu'elles se disent également. Il y a des potentiels candidats gouverneurs, ceux qui veulent postuler, qui veulent le départ de Jean-Marie Moteba, qui vous financent. On cite même des noms parmi les députés provinciaux et nationaux, parmi des personnalités, des intellectuels de cette province, qui financent le collectif pour déstabiliser Jean-Marie Moteba. Je me demande... Ou c'est une coïncidence avec... Écoutez, les candidats, alors que Jean-Marie Moteba était en train de postuler comme gouverneur de province, il y avait autant de candidats. C'est à cette occasion-là qu'on pouvait soutenir quelqu'un. On ne l'a jamais fait. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui, il est vous avez vu soutenir tel. Je me rappelle avec la structure TSNA, nous avons organisé une conférence sur le profil du prochain gouverneur de province. C'était à la FEC. C'est pourquoi j'aime toujours lancer des invitations pour que ça reste. Et sur les réseaux sociaux, il y en a. On a vu des députés venir qui étaient le pro-Maouéja pour voir qu'est-ce qui s'est tissé là-bas. J'ai insisté pour dire on a besoin d'hommes compétents. Jamais, il n'y a même pas une capture de camp qu'on pourra nous faire aujourd'hui pour dire qu'on avait soutenu tel. C'est seulement aujourd'hui qu'on va vouloir soutenir quelqu'un alors que celui qui est là n'est même pas encore parti. Non mais Arsène, là vous êtes en train de vouloir le faire partir. S'il vous plaît, soyons sérieux. Je dis à nos frères qu'on ne puisse pas aveugler la population, qu'on ne puisse pas nous distraire. Ici, Jean-Marie Moteba a manqué à sa mission. Et je pense qu'une façon de vouloir détourner les pensées de la population, pour une façon de vouloir nous aveugler, c'est dire il y a des personnes qui sont derrière nous. Qui a ces preuves? Et je ne veux même pas vouloir passer tout mon temps là-bas. Parce que je suis très conscient que nous agissons en âme et conscience, en tant que citoyens de la République démocratique du Congo et en tant que fils du Kasaï oriental. Le Kasaï oriental, c'est notre patrimoine commun. Notre dénominateur commun, c'est le Kasaï oriental. Dirigé par Jean-Marie Moteba. On peut avoir, dirigé jusque-là. Par Jean-Marie Moteba, qu'il doit partir. Qui promet de le développer. Il doit partir. Dans tous les secteurs. Il a eu le temps. Il pouvait le faire dans 9 mois, dans 10 mois, dans une année. Et s'il vous surprend quelques mois après Maître Hilaire Tendaï? Je suis en train de le dire. Il ne présente même pas ces signaux-là, je l'ai dit. Il ne présente pas ces signaux. Admettons qu'il ne le fasse. On ne peut pas. Parce qu'il l'a promis. Il a promis qu'il va le faire. Admettons que dans l'entretemps, qu'il pose des actes de grande envergure. Vous allez dissoudre le collectif? S'il vous plaît. Le féliciter pour cela? Le gouvernement national a déjà pris une résolution qu'on puisse aménager ou qu'on puisse aussi travailler sur la voirie urbaine. Voyez-vous? C'est pas, on parle d'une vingtaine de kilomètres. L'aéroport de Bipemba, il y a déjà des travaux qui pourront être exécutés là-bas. La BAD, vous voyez, c'est un projet de longtemps. C'est le gouvernement central. On Avec la Banque africaine. On rappellera toujours que c'est le gouvernement central. Moi, je parle du gouvernement provincial. Il n'a pas d'initiative. C'est vous qui le dites. Il n'a pas d'initiative. Et s'il lance des grands projets, est-ce que vous êtes, vous serez honnête et sincère pour l'en féliciter et dissoudre le collectif? Mais je vous dis, d'abord l'objectif premier du collectif, c'est le développement de la province. Quand on a déjà je vous dis,
L'objectif premier du collectif, c'est le développement de la province du province. Kasaï oriental. D'accord. Alors qu'on était en train de statuer sur le développement de la province du Kasaï oriental, on a compris qu'il y a un problème de leadership. Un leadership boiteux. Et qui ne promet pas. Partant, nous nous sommes dit, on peut nous épargner de ce leadership pour qu'on voie la province décoller. D'où Jean-Marie Mouteba doit partir. Vous avez déjà un Je vous candidat rappelle, pour je vous remplacer rappelle. Jean Moïja? Non, nous ne pouvons pas parler. Moi, je ne suis pas là pour parler d'individus. Le temps où je pouvais parler d'individus, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui que je parle d'individus. Le temps où il y avait dans cette province les gens qui acclamaient pour les autres, j'étais qu'un simple étudiant. Il n'y a personne qui pourra me prendre au mot pour me rappeler que j'ai acclamé pour quelqu'un. C'est pas aujourd'hui quand même. Je pose autrement la question. C'est pas aujourd'hui. Un profil. Profil, nous allons en parler. Nous n'avons Parce pas que le temps profil, pour... parce que le profil... C'est maintenant que je vous pose la question parce que nous le n'aurons profil- pas le temps d'en parler. Nous sommes en train de terminer cette émission. Le profil, au moment opportun, on en parlera. Nous n'allons pas parler d'individus. Jean-Marie Mouteba n'est pas le seul citoyen le plus intelligent de nous tous. Vous croyez qu'il est le plus apte de nous tous? Je ne crois pas. Jean-Marie Mouteba est parti à Kinshasa. On a donné des dips. Revenons-en. C'est un argumentaire, on dit que c'est terre à terre. Mais je vous démontre seulement pour dire que dans cette gestion-là, tout n'est pas clair. Il y a des dips qui ont été octroyés aux provinces. Et on a dit pour privilégier la proximité avec le territoire. Vous connaissez l'état de nos routes. Il y a des dips là qui ont été donnés. Jusque-là, nous n'avons pas vu notre véhicule. Le véhicule de la province, ce n'est pas le véhicule de Jean-Marie Mouteba. On nous dit qu'avant, il ne peut pas commencer à parler des dips. Moi, je connais là où se trouve le véhicule. Il en a eu autant. Le véhicule est à Kinshasa. Oui, à Pour Kinshasa. le transport de Jean-Marie Mouteba, quand il va à Kinshasa, Et sa c'est un famille. véhicule qui lui permet de se mouvoir. Et sa famille. Les véhicules, on a dit c'est pour la province. Jean-Marie, comme nous les souhaitons. C'est vous qui ajoutez sa c'est ça que j'ai famille. dit. Mais c'est ça, non? Ce qui nous a été dit Mais quand officiellement, il était c'est que le véhicule est chez lui à Kinshasa pour que quand il part, au lieu de louer les véhicules, cela va peser sur la trésorerie de la caisse de la province. Il préfère plutôt garder ce véhicule à Kinshasa pour se mouvoir avec. J'ai ouï dire que Jean-Marie Mouteba était millionnaire. Vous le Et savez depuis ou tout vous ce avez oui J'ai dit? ouï dire. Parce que c'est qu'on voit sur terrain. Je me dis maintenant. Et à Kinshasa, il n'avait pas de véhicule. Depuis tout ce temps, Jean-Marie Mouteba n'avait pas de véhicule à Kinshasa, s'il vous plaît. Il n'y a pas une représentation du gouvernorat de province à Kinshasa. Il y a un autre gouvernement provincial à Kinshasa. Une illustration terre à terre. Arsène, on prend ce téléphone, on te les donne. On dit c'est pour une cabine publique. Allez-y, fais une cabine publique. Toi, tu prends le téléphone, tu commences à utiliser, tu dis non, tu peux commencer à jouer au jeu. Et tout. On va te poser la question, non, j'avais déjà un autre téléphone pour la cabine, mais ils sont en train de jouer. Ça s'appelle en français facile détournement. C'est clair. Et là, vous n'allez pas nous parler de l'orthodoxie et tout. Non. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai ce que tu es. Mais toi, tu ne dois pas me dire ce que toi tu crois que tu es. Non, mais C'est ce que nous sommes en train de démontrer. Ça s'appelle détournement. Je ne pense pas qu'il faut C'est croire ça que vous que dites. Jean-Marie Mouteba peut détourner un véhicule quand même. Non, le détournement, c'est quoi? Connaissant Le qu'on dit qu'il détournement, était c'est quoi? millionnaire, on Détournement. suppose que le véhicule, c'est tout ce qu'il y a à sa portée. On a dit qu'ici, il y a autant de véhicules. Mais je vous dis, le véhicule, c'est pour la province du Kasaï oriental. Quand lui va partir, il va quitter. C'est la dip de la province. Ça reste pour la province. Donc quand il va partir, cette fois-là, on va penser comment nous ramener cette dip. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des petites choses, si on veut entrer en détail, ça nous donne même la chair d'épaule. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Jean-Marie Mouteba ne présente pas les signaux de quelqu'un qui pourra s'amender. Vous savez, il y a même certains, permettez, c'est une illustration, certains criminels, quand vous le voyez, il est dans la prison et tout, il présente certains signes de quelqu'un qui pourra s'amender avec le temps. Mais il y a quelqu'un d'autre, quand vous le regardez, vous vous dites, celui-ci ne pourra pas s'amender l'un de ces 4 matins. Arsène, moi, j'ai fait une école primaire. Dans mon école primaire, là où moi j'ai fait mes études primaires, quand quelqu'un passe dans une promotion supérieure, et qu'à la première période, il a fait moins de pourcentage, pratiquement moins de 30%, on le retourne dans une promotion inférieure. Ça, c'est l'école primaire que moi, j'ai à fréquenter. Or, cette personne a toute une année scolaire. Il peut s'amender au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième. Parce qu'à l'école primaire, on a 3 trimestres. On a 6 périodes. 6 périodes ou 9 périodes, je ne me rappelle même pas. Mais pourquoi on peut retourner quelqu'un dans une promotion inférieure?
C'est parce qu'on s'est dit que celui-ci ne présente pas les aptitudes. Peut-être que il a eu la chance, la clémence de son enseignant. Et il s'est dit, bon, écoutez, il peut passer seulement. Mais à la première fois, on s'est dit, non, voilà, on peut carrément le retourner. Comment est-il devenu gouverneur Mais c'est s'il ça, n'avait pas les par cette aptitudes? illustration, je pense que les téléspectateurs peuvent quand même, vous pouvez quand même saisir quelque chose. Tu peux voir la clémence. L'enseignant s'est dit, mais écoutez, peut-être il était malade, je ne comprends pas, il a 49%, on peut arrondir et tout, il arrive à 50%. Mais c'est lui qui t'a favorisé, c'est lui qui a fait que tu puisses passer des promotions. C'est à toi maintenant. Il ne va pas commencer à te défendre même de ta façon de faire. C'est à toi maintenant de prouver que nous voilà, j'ai mérité cette confiance. Si vous ne le faites pas, on vous retourne. Le Kasaï oriental est l'unique province parmi les 26 de la RDC où l'UDPS tient l'Assemblée provinciale et le gouvernorat en même temps. Ne me dites pas quand même que dans toute l'UDPS, ils ont reçu beaucoup de dossiers des candidats gouverneurs du Kasaï oriental et qu'ils ont fait mauvais casting. Ils ont quand même eu tout le temps parce que c'était la seule province. Nous pouvons encore comprendre le FCC qui avait, je ne sais pas, 15 ou 16 provinces. On peut comprendre que tellement qu'il y a beaucoup de dossiers et qu'il y ait une erreur et que ce soit glissé. Mais là, on a affaire à un grand parti qui a gagné les élections présidentielles, qui n'a gagné qu'une seule province. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas eu le temps d'analyser tous les dossiers. On suppose aujourd'hui que Jean-Marie Mouteba est le meilleur candidat gouverneur que l'UDPS a eu et que si vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est ainsi que je vous posais la question du profil. C'est partant de cette réflexion, je me suis dit moi-même que l'UDPS a sorti son meilleur candidat pour gérer le Kasaï oriental. Étant donné qu'il n'avait que la seule province. Le meilleur, il y avait eu un concours. Non, il y a eu des dossiers qui ont été présentés. Il y avait eu un concours. Ils ont étudié les profils, le passé. Il y avait eu un débat. Ça, je ne sais pas. Il y a eu, je peux appeler comment, le préliminaire. Débat contradictoire. Non, je parlais même des élections primaires. Des primaires. Comme on voit dans des grands partis et dans les vieilles démocraties. Non, le bureau politique a décidé. Donc, il y avait une commission électorale. On peut parler du meilleur s'il aurait reçu à un concours, s'il aurait présenté un projet qui pouvait être convaincant et tout. Mais nous savons dans quelles conditions il est devenu gouverneur. N'eût été. Il a été élu par les députés provinciaux. Je vous rappelle seulement, avec une majorité écrasante d'ailleurs. Vous êtes de cette province. Si tout dépendait des députés, Jean-Marie ne serait pas gouverneur. Vous vous rappelez, il y a eu des menaces par-ci, par-là. Vous savez ce qui s'est passé? La province, à un certain moment, on a même menacé. Vous vous rappelez quand on a pillé les sénateurs et tout? Et non, les députés provinciaux. Lors des scrutins des sénateurs. Et le même sénateur qui ont été élus, quand l'un d'eux devient le premier vice-président du Sénat, on acclame pour dire le nôtre est premier vice du Sénat. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'on est en train de jouer avec la population. Maître, nous n'allons pas admettre cela. Je pense que Jean-Marie Mouteba n'était pas le meilleur. Ah d'accord. N'était pas le meilleur. Et nous estimons, dans l'UDPS, il y a des pensez qu'il y a encore des cadres capables? De toutes les façons, quand vous nous demandez, il y a même quelqu'un, j'ai appris. Alors rapidement, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Il y a quelqu'un même qui disait que, écoutez, ils veulent faire ça pour déstabiliser et nous amener quelqu'un de FCC. Ce n'est pas logique. On connaît bien que l'Assemblée provinciale ici, c'est les députés de l'UDPS qui sont majoritaires. C'est eux qui vont nous donner un autre gouverneur de province. Maître Hilaire Tendayi, mais cette fois-là, qui sera compétent, qui aura la capacité managériale de faire développer la province. Maître Hilaire Tendayi, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'association sans but lucratif It is Now. C'est maintenant. C'est maintenant, Pindéou. En une minute, pour conclure, quelle est la suite des événements pour le collectif Sauvons le Kasaï oriental? Je demande à nos frères, surtout le peuple kassaïen, qu'on ne vous trompe pas. Jean-Marie Mouteba a échoué à sa mission. C'est quelqu'un qui a porté un fardeau qui le dépasse. Il peut se décharger. Ça arrive. Tu peux commencer une action, tu crois peut-être que tu en as la force. À un certain moment, tu retrouves que, écoutez, je n'ai pas de force. À lui, je demande de démissionner. Je compte d'abord sur sa bonne foi, qu'il puisse démissionner. Il a dit c'est quelqu'un qui tient beaucoup à ses valeurs morales. Il est temps qu'il démissionne.
Et s'il s'entêterait, c'est ce qui a été dit dans la déclaration, s'il s'entêterait, tous les mécanismes légaux seront mis en place pour qu'il puisse partir. Notamment, Il y a quand même des revendications pacifiques. Et à un certain moment, on va aussi recourir... vous ne voulez pas vendre un l'adversaire. Non. Et aussi, on va recourir à l'Assemblée provinciale. On pourra recourir aussi aux députés. Ils feront leur travail. Et cette fois-là, il ne faut pas qu'ils soient menacés. Et il ne faut pas aussi qu'on les appelle pour leur donner l'argent. Voilà. Parce qu'on connaît comment ça se passe ici chez nous. Maître Hilaire Tendayi. Qu'on ne puisse pas vous dire qu'ils sont manipulés. Moi, je me dis, c'est là qui défendent aujourd'hui Jean-Marie Jean sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas manipulés. Bon, chacun a sa façon d'être manipulé. Il y a ceux-là qui sont manipulés par le ventre, il y a ceux-là aussi qui sont manipulés par de bons cerveaux. C'est tout à fait normal. Maître Hilaire Tendayi, merci d'être passé dans Tête à Tête. C'est à moi de vous dire merci, Arsène. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous avions voulu que cette émission se déroule sous format débat avec un des assistants du gouverneur Jean-Marie Motema. Nous les avons d'ailleurs contactés, deux d'ailleurs, et ils se sont tous excusés à cause des occupations au gouvernement de province et nous ont promis d'être là prochainement parce que le sujet est encore d'actualité. D'ailleurs, Maître Hilaire Tendayi a même souhaité sur ce plateau qu'il y ait un contradicteur pour évidemment que de cette discussion jaillisse la lumière. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez regardés de partout. C'est la fin de Tête à Tête. Merci surtout à l'équipe technique, Jean-Bosco Ngoy, Hamilton Ngwaka et Isaac Nkole. Prenez rendez-vous avec cette émission jeudi prochain pour le direct à 19h juste. Retrouvez-nous en rediffusion lundi à 21h30, mais également à la radio vendredi à 14h juste sur YouTube. Arsène.official TV. Déjà demain, dans l'après-midi, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, vont regarder Tête à Tête. Au revoir et à la prochaine.